Cela a été une période extraordinaire pour les entreprises, comparable à celle après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est fini. Ce sont les mots de Warren Buffett lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway en 2023. Et bien sûr, tout le monde écoute attentivement car l'entreprise de Warren Buffett et Charlie Munger est considérée comme un indicateur de l'économie. Elle nous donne une idée de la décroissance économique aux États-Unis, car son portefeuille d'actions est composé d'une douzaine d'entreprises représentant divers secteurs. L'investisseur prévoit une baisse de bénéfices pour la plupart des entreprises de son portefeuille, ce qui signifie des gains inférieurs à l'année précédente. Cependant, Warren Buffett est confiant que l'année 2023 sera quand même une année positive pour Berkshire. Ce sont des temps difficiles pour les investisseurs axés sur la valeur, c'est-à-dire ceux qui recherchent des opportunités à bas prix. Mais d'après ce que dit Warren Buffett, il y a toujours des possibilités de trouver des occasions et de réaliser des profits. Dans cette vidéo, nous allons analyser les points clés des déclarations de Warren Buffett, mais surtout comprendre comment nous pouvons agir pour clôturer l'année en tant qu'investisseur positif. Tout d'abord, soulignons que cette année, Warren Buffett a battu l'SP500 d'environ le 20%. Il s'agit de la meilleure performance depuis 2007. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? C'est grâce à Apple, ce qui est le poids lourd de leur portefeuille, qu'ils ont pu réaliser un rendement de 40% depuis le début du 2023. Il reste encore plusieurs mois avant la fin de l'année, mais Buffett a affirmé que la période incroyable pour l'économie touche à sa fin. Nous entrons dans une période de grande incertitude. Et je cite les mots de l'investisseur, rien n'est sûr aujourd'hui, demain ou l'année prochaine. Mais alors, comment peut-il être aussi confiant pour clôturer l'année avec un bénéfice? Pour mieux expliquer, commençons par un bref aperçu du contexte macroéconomique que nous traversons. Les banques centrales ont ramené les taux d'intérêt à des niveaux jamais vus depuis des décennies. 5,25% pour les États-Unis et 3,25% en Europe. L'inflation est en baisse, mais reste élevée et loin de l'objectif de 2% visé par les banques. Aux États-Unis, 4 banques ont déjà fait faillite et de nombreuses autres rencontrent des problèmes de liquidité. Des investissements irresponsables, des réglementations peu contraignantes et un manque de liquidité ont été les principales causes de ce problème. Certes, les taux d'intérêt élevés n'ont pas aidé non plus. Pour se prémunir contre une crise de solvabilité, les banques deviennent de plus en plus prudentes dans l'octroi des prêts à leurs clients, car elles craignent de ne pas pouvoir rembourser les prêts en cas de détérioration de la situation économique. Cette attitude extrêmement prudente est aggravée par le fait que les clients investissent leur argent ailleurs, retirant ainsi leurs dépôts de banque pour se placer dans des titres d'État, à la recherche de rendements de sécurité plus élevés. Cela entraîne une diminution des dépôts bancaires, ce qui réduit encore plus la liquidité disponible pour accorder des prêts à leurs clients. Vous voyez, même si les banques en France ou en Europe sont dans une situation plus sûre grâce à une capitalisation élevée, une liquidité abondante et une rentabilité en forte hausse, en Europe, nous avons ni moins assisté au cas de Credit Suisse, que nous pourrions peut-être appeler Debit Suisse, où les clients, terrifiés par les énormes pertes déclarées par la banque l'année précédente, ont retiré plus de 100 milliards d'euros au cours des 3 derniers mois. Cela est dû aux préoccupations croissantes concernant la santé financière de la banque suisse. De plus, selon la dernière enquête de la Banque centrale européenne intitulée Bank Lending Survey, les banques de la zone euro ont indiqué que leurs critères de crédit pour les lignes de crédit aux entreprises s'étaient considérablement durcis dès le premier trimestre de 2023, atteignant ainsi leur niveau le plus strict depuis la crise de la dette souveraine que l'euro et l'Europe ont connue en 2011. En d'autres termes, les banques prêtent moins d'argent, ce qui n'est pas du tout bon pour une économie basée sur la dette. Ensuite, il y a la question des dettes publiques astronomiques. Les États-Unis ont une dette d'environ
31,4 billions de dollars. Avec des taux d'intérêt plus élevés, les pays doivent payer davantage et sont donc destinés à atteindre des montants records. Comment ils peuvent rembourser cette énorme dette? En contractant davantage des dettes. C'est logique. Mais cette situation affecte également les consommateurs, car avec une dette plus coûteuse, nous avons moins d'argent à épargner et donc moins d'argent à dépenser. Cela entraîne une baisse de la demande et de la consommation, ainsi qu'une inflation élevée, qui est d'environ 5,1% en France. Le résultat est une érosion du pouvoir d'achat malgré des aides et des interventions gouvernementales importantes, ce qui signifie encore plus de dettes publiques pour le pays. Si vous vous demandez ce qui alimente l'inflation, il suffit d'acheter une pizza. Avez-vous remarqué que les prix des aliments en général ont tous augmenté? Mais sans perdre le fil, revenons à Warren Buffett. Sa société n'a pas de problème de liquidité, car elle a mis de côté plus de 130 milliards de dollars en attente d'opportunités d'investissement. Mais en attendant d'acheter quelque chose, Berkshire n'a pas les bras croisés. Non, elle a effectué des rachats d'actions, achetant ses propres actions pour une valeur de 4,4 milliards de dollars, qui représente une augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Ainsi, comme l'a également déclaré Ray Dalio à l'investisseur Thomas, cash is not trash. Donc l'argent n'est pas une poubelle. C'est un point très important pour les investisseurs, avoir de la liquidité prête à être investie. Attendre que l'opportunité se présente et être prêt à saisir cette opportunité. Ce sont les autres personnes qui font des choses stupides sur le marché qui vous offrent des opportunités. Et pour compléter le tableau macroéconomique, nous devons également parler des deux composantes importantes qui ont été plutôt résilientes jusqu'à présent, l'immobilier et l'emploi. Les prix des maisons ont augmenté en France, grâce certainement au volume soutenu des ventes, largement aidé par les acheteurs. Cependant, les ventes devront faire face à des niveaux de taux hypothécaires de plus en plus élevés, dépassant les 4,5% en France et pourrait encore augmenter si la Banque centrale européenne continue d'augmenter les taux d'intérêt, comme il semble probable. De plus, de nombreuses familles seront confrontées à un remboursement plus élevé sur les prêts à taux variables. Par exemple, ceux qui ont contracté un prêt à taux variable verront une augmentation de 50 voire 60% de leur mensualité. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginons un prêt hypothécaire de 200 000 euros sur 30 ans à taux variable avec un Euribor à 3 mois et une prime de 1,50 euros. Il y a un an, la mensualité était de 650 euros. Aujourd'hui, avec la dernière augmentation de la Banque centrale, nous sommes passés à 1015 euros, soit presque le double. Donc le secteur immobilier tient encore bon, mais il pourrait présenter des signes de fort affaiblissement à court terme. Gardons un œil attentif. Terminons avec le monde du travail, qui reste chaud et robuste, avec des niveaux de chômage en Europe qui sont tombés à 6,5% en mars, un chiffre que nous n'avons pas vu depuis 30 ans. Aux États-Unis, le dernier chiffre est de 3,4%, que nous n'avions pas vu depuis 1969. Cela permet aux consommateurs de continuer à dépenser de l'argent même si leur pouvoir d'achat diminue en raison de l'inflation. Ce scénario n'est pas positif pour l'inflation elle-même, car cela signifie qu'elle restera élevée pendant plus longtemps, car elle est soutenue par la demande. En somme, cela ressemble à un scénario complexe et incertain, exactement comme le disait Buffett plus tôt, n'est-ce pas? Mais comment cet investisseur peut-il être confiant qu'il terminera l'année en bénéfice? Commençons par dire que Warren Buffett a surperformé en moyenne de 10% l'indice SP500 depuis 1965, ce qui est un résultat énorme. Ce n'est pas un hasard s'il est surnommé l'oracle de Omaha. Et toute cette confiance de Buffett pour terminer positivement en 2023 réside dans le fait qu'il a su être patient. Il n'a pas été pressé d'investir cette énorme quantité de liquidité dans des occasions, des opportunités qui ne le convainquaient pas trop. Au lieu de cela, que fait-il? La chose la plus intelligente. Il a su reconnaître une opportunité pour placer cette liquidité dans des titres d'État américains à court terme qui lui rapportent plus de 5,5% sur une base annuelle, lui permettant ainsi de gagner en attendant qu'une opportunité se présente. Être payé pour attendre d'investir, c'est un concept fantastique si vous y réfléchissez. Dans le passé,
Pendant des années, les obligations n'ont rien rapporté en termes de rendement. Mais en 2022, lorsque les taux d'intérêt ont commencé à augmenter et surtout lorsque les attentes du marché obligationnaire ont commencé à comprendre que les taux d'intérêt allaient vraiment augmenter, la situation a vraiment changé, rendant les obligations et leur rendement très intéressants pour un investisseur. Et c'est vraiment une caractéristique très importante sur laquelle chaque investisseur devrait travailler énormément. Ne pas se précipiter et avoir de la patience. La patience d'attendre, d'avoir de la liquidité, du capital prêt à être investi, sur lequel d'ailleurs vous obtenez également des rendements. C'est une caractéristique fondamentale, cruciale pour pouvoir entrer sur le marché au meilleur moment et générer des rendements à l'avenir. Je sais que nous vivons dans une société qui nous bombarde d'informations, des gros titres apocalyptiques où il semble toujours que nous perdons l'opportunité de notre vie si nous ne rentrons pas sur le marché à ce moment précis. Il est difficile de rester lucide et rationnel. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un processus analytique basé sur les données qui nous donnent des règles précises sur quand entrer et quelles sont les caractéristiques qui définissent une opportunité, en ne laissant pas de place aux émotions, car les émotions à long terme nous poussent toujours à prendre des mauvaises décisions. Et venons-en au deuxième point. Une ère est révolue, mais quelle ère? L'ère des taux d'intérêt de l'inflation proche de zéro. L'ère qui nous a permis de voir les indices boursiers augmenter de manière ininterrompue pendant 12 ans. Les entreprises réalisaient des rendements incroyables. Et Charlie Munger le dit de manière extrêmement explicite dans ce clip. Écoutons-le. Value investors are going to have a harder time now that there's so many of them competing for a diminished bunch of opportunities. So my advice to value investors is to get used to making less. Attendez-vous donc à des rendements inférieurs. Mais ce n'est pas seulement un problème de concurrence. Il faut également considérer qu'une période de taux d'intérêt élevé, le facteur d'actualisation, qui est un modèle utilisé pour évaluer la juste valeur d'une entreprise, a tendance à diminuer brusquement en fonction de l'hypothèse de flux de trésorerie futur plus bas. Lorsque le facteur d'actualisation diminue, la valorisation des entreprises diminue également. Et ce sont les entreprises de croissance, celles du secteur technologique comme Google, Amazon, Facebook, qui en souffrent le plus. Qu'est-ce que je retiens de cette réunion de Berkshire? Qu'un investisseur doit savoir être agile, flexible, dynamique. Il doit comprendre le scénario qui se déroule autour de lui, comment il évolue et comment en tirer parti. Il doit éviter de rester figé sur ses idées, ses opinions et rester là, les bras croisés en espérant que tout remontera à un moment donné parce que cela s'est déjà produit dans le passé et donc cela se reproduira à nouveau à l'avenir. C'est une erreur qui pourrait vous coûter très cher. Donc les 10 prochaines années seront-elles si différentes des précédentes? Le travail d'un investisseur n'est pas de prédire l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. L'avenir est très incertain. Il me suffit de suivre l'analyse fondamentale des entreprises que j'ai dans mon portefeuille, c'est-à-dire étudier et réviser leur bilan chaque trimestre pour voir si ces entreprises, du point de vue probabiliste, peuvent continuer à croître à l'avenir. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la seule chose qu'on contrôle en tant qu'investisseur. Et c'est la chose que, si on fait bien, nous garantira des performances positives. Merci beaucoup pour votre attention. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous allez affronter les prochains mois. Et bon investissement à tous. À la prochaine.